Les célèbres magiciens à l'écran cachent un sombre secret. Ils ont vendu leur âme. Et je ne l'ai pas lâché. Tu es le diable! Désolé, je ne comprends pas. Comment ça, ce n'est pas réel? Qu'est-ce que tu veux dire par ça a l'air plutôt réel? Mais cela est loin de la vérité en réalité. Tout cela est de la désinformation, que nous allons dévoiler dans l'émission spéciale d'aujourd'hui. Découvrons l'illusion de changement de masque la plus rapide au monde. Le magicien, il éblouit le public en agitant rapidement sa cape devant son visage, révélant une succession étonnante de masques différents. Pour ajouter au spectacle, il s'approche du public sans aucune couverture et change miraculeusement les masques sur son visage à une vitesse impossible. Il a réalisé un total de 32 changements de masques instantanés dans son numéro, tous avec la même méthode. À chaque point que j'aborde, cette illusion ne sera plus un casse-tête complexe à résoudre. Au lieu de se concentrer uniquement sur ce masque, nous devons prendre en compte tout ce qui entre en jeu dans l'exécution, en commençant par l'apparence physique de son costume dans son ensemble. N'est-ce pas étrange que chaque fois que les magiciens réalisent ce tour de changement de masque, ils portent soit des vêtements amples, soit une cape? Je veux dire, je n'ai jamais vu un numéro comme celui-ci être réalisé en t-shirt ou même en smoking de magicien. Dans les numéros sans la cape traditionnelle, leur changement de masque devient plus lent et ils doivent se cacher derrière un objet pour le faire. Même si nous ne voyons aucun contact direct de ses mains pendant les changements de masque, remarquez qu'une de ses mains est cachée en permanence tandis que l'autre est agitée. Par exemple, lors des 16 premiers changements de masque, sa main gauche est cachée en permanence, après quoi il montre ses deux mains au public mais cache immédiatement sa main droite jusqu'à la fin du numéro. Je veux que vous voyiez deux comparaisons importantes au ralenti, où il a tenté le changement, mais une erreur commune a révélé la méthode. Voici le premier exemple. La vidéo de gauche le montre en train de réussir le changement, mais la vidéo de droite révèle la séquence. Voici le deuxième exemple. Ceux qui ont l'œil attentif l'auraient remarqué dans le premier exemple. Le rabat intégré à son costume dissimulait son masque quand il s'habillait. Le mouvement rapide de la tête était fait intentionnellement pour soulever le rabat brièvement et synchroniser le changement de masque. Quand il n'a pas soulevé le rabat correctement, l'illusion s'est effondrée. De même, dans le second exemple, il n'a pas réussi à synchroniser sa main droite avec le retrait du masque de son costume. Je peux donner d'autres exemples comme ceci pour prouver que ce n'est pas une simple coïncidence. Aussi, dans chaque exemple, le masque est tiré vers la main, caché derrière le dos. La déformation des masques débute toujours au menton. L'explication est à ce stade limpide. Derrière son dos, il y a 32 fils élastiques attachés à 32 couches de soie, avec différents motifs imprimés pour ressembler à des masques. La soie est un tissu très fin, léger et respirant. C'est pourquoi elle sert aussi dans des numéros de changement rapides, comme celui de Léa Kyle que j'ai présenté sur ma chaîne. La respirabilité est primordiale car il couvre le visage. Les fils sont fins mais pas trop fins. Ceci permet d'éviter qu'ils ne s'en mêlent et ils sont organisés derrière son dos dans une structure en forme de réseau. C'est pourquoi il tenait d'abord une main derrière le dos lors de la moitié des changements de masque. Exécuter ce tour d'une main était très inconfortable, car à la taille opposée, on manque de force pour tirer sur le fil et on attire l'attention sur cette main à cause d'une position maladroite sur scène. Petite parenthèse, cette illustration sert juste à clarifier le concept. Les poignets pour tirer les fils ne sont pas sur son côté mais derrière son dos, car on voit clairement qu'il n'a rien à la taille, ce qui explique évidemment pourquoi son bras est positionné derrière son dos. Eh bien, pour être honnête, la cape était déjà suspecte depuis le début. Mais la capacité de Dynamo à fusionner des fruits vous laissera vous demander si c'est de la vraie magie. Il a d'abord pris un citron et un kiwi dans le sac d'un spectateur, tenant un fruit dans chaque main. Il rapproche rapidement ses mains et, en un instant, le kiwi semble se fondre parfaitement dans le citron. Il tranche ensuite le citron, révélant le kiwi mystérieusement enfermé à l'intérieur. Ce spectacle était simplement l'œuvre de démons. C'est exact. Alors que Dynamo lançait le kiwi, un démon rusé caché dans sa veste l'a aussitôt attrapé. Imaginez un démon tellement dévoué à l'art de la tromperie, tapi dans la tenue d'un magicien attrapant des fruits tropicaux.
Si cela n'est pas déjà évident, la bosse momentanée que nous avons vue sur la veste du magicien juste après qu'il ait lancé le kiwi n'était pas l'œuvre d'une créature démoniaque, mais le fruit d'une conception ingénieuse d'une poche spéciale prête à attraper le kiwi, similaire à la méthode utilisée pour sortir des lapins d'un chapeau. Penn explique brièvement la méthode sur Wired. Les magiciens sortent un lapin d'un chapeau généralement sans vraiment le sortir du chapeau. Il est en fait placé juste avant. Il est souvent dans un sac et accroché à vous. Ça tient là-dedans, hein. C'est généralement une charge corporelle. Le véritable démon à l'œuvre, c'est la maîtrise de la prestidigitation de Dynamo et sa préparation minutieuse. La veste que portait Dynamo n'est pas un vêtement ordinaire, mais un accessoire taillé sur mesure pour magicien, conçu pour attraper et dissimuler avec une aisance parfaite. Malgré le poids du kiwi, la veste ne révèle presque rien, juste une discrète bosse suggérant le compartiment caché. La vraie merveille, c'est l'hybride kiwi-citron. La peau épaisse du citron est délicatement évidée et la pulpe enlevée avec soin. Le kiwi est pelé, sculpté et taillé pour s'adapter parfaitement à la coque du citron. Et pour parfaire l'illusion, l'assemblage du citron est aussi crucial que la préparation. Le citron, une fois ouvert, peut désormais être refermé sans laisser de traces de manipulation. Une application précise de superglue scelle l'hybride citron-kiwi. Elle lie la peau du citron si parfaitement qu'un œil non averti ne soupçonnerait jamais la double identité du fruit. Chez Dynamo, tout dépend du moment parfait. Il attend qu'un client achète un kiwi et un citron. Le commerçant, complice derrière le comptoir, oriente le choix, s'assurant que les accessoires hybrides du magicien soient achetés à leur insu. Une autre excuse plausible pour préparer ce tour serait que le commerçant dise qu'il offre des fruits gratuits à ce groupe de dames pour qu'elles les goûtent, ce qui pourrait en fait expliquer pourquoi nous voyons 3 fruits différents dans un même sac en plastique. Dynamo a utilisé sa veste, mais Yves, avec une baguette française à main nue, a sans doute fait le tour le plus impossible de la décennie. Il pétrit un morceau de pâte et le roule en boule avec ses mains nues. Il place la pâte dans une main et la transforme magiquement en une grande baguette française, comme si elle sortait d'un portail mystique. Aussi impossible que ce tour puisse paraître, Yves n'a malheureusement pas réussi à l'exécuter avec succès à la télévision nationale. Les rêves viennent de notre imagination. Tant que tu y crois. Malgré ce moment embarrassant, tu resteras quand même perplexe quant à la façon dont l'astuce virale originale a été réalisée. Le caméraman a mal suivi la main de Yves, déplaçant le pain hors du tube vers le mur derrière lui. Ne pas suivre sa main a révélé le tube que Yves a tenté de cacher avec son corps et en repoussant la caméra. Mais il était déjà trop tard. Cet événement a mis fin à sa carrière et a couvert sa famille de honte. Je plaisante, il ne s'est vraiment rien passé. Vous avez peut-être remarqué que lors de sa performance originale, le magicien n'est pas aussi proche du mur du fond que lors de son numéro en direct. Même si le tube était derrière lui et très long, cela ne tiendrait pas car la baguette française est apparue de droite à gauche à l'écran, et non de l'arrière vers l'avant comme lors de son numéro en direct. On croit souvent que le pain est flexible, mais le plier à 90 degrés le déformerait et gâcherait son apparence, contrairement à la baguette française bien cuite que nous avons vue. Le tube creux devrait être positionné dans la même direction que le pain. Attendez une minute. Dans ce gros plan, on remarque un léger flou autour de son auriculaire, suivi d'une bosse déformée qui disparaît soudainement près de son annulaire. Une autre bosse verdâtre apparaît sur son avant-bras. Si ce n'est pas déjà évident, cela est soit réalisé à l'aide d'une technique appelée incrustation chromatique ou fond vert. Cette technique, souvent utilisée en vidéo, supprime une couleur comme le vert ou le bleu pour l'échanger contre une autre image ou vidéo. Un tube vert contenant la baguette française a été amené dans le champ juste derrière la main gauche du magicien, d'où il a tiré la baguette française directement, sans avoir à la plier dans des angles bizarres et sans risquer de la casser ou de la déformer, avant que cette vidéo ne soit envoyée pour que ce tube vert soit supprimé au montage. Le magicien a gardé sa main gauche immobile durant la production du pain, mais comme la vidéo est en mouvement, le monteur a dû travailler image par image pour un effet sans couture.
Les fonds verts fonctionnent bien sans mouvement, mais dès qu'il y en a, les angles et la forme du tube vert changent par rapport à la caméra, causant des incohérences dans l'effet de chrominance d'une image à l'autre. Ainsi, nous avons repéré ces images déformées autour de sa main et de son bras. Nous n'avons pas encore expliqué comment il a fait disparaître la patte initiale placée derrière sa main gauche avant de la transformer en baguette française. La méthode utilisée était légèrement différente. Comme il s'agit d'effets visuels, il serait injuste de ne pas laisser Capitaine Désillusion expliquer comment les magiciens font disparaître des objets dans ses vidéos. Toutes ces vidéos utilisent des techniques de suppression de support pour effacer une pièce qui tombe et une main qui la remet, une carte qui tombe sur les genoux, un billet qui réapparaît sous le feutre. Une pièce tourne sans cesse sur la table. C'est fait de manière très propre, avec des morceaux reconstitués de l'arrière-plan et des vêtements ne montrant que le moindre indice de manipulation. Un léger changement de forme du gilet, les reflets et perles métalliques de la chemise qui se figent, et les vraies ombres des mains fusionnent, puis disparaissent dans des ombres capturées séparément lors d'une prise sans main sur la table ni pièce présente. Vous pouvez avoir une question importante. Pourquoi ne pas avoir utilisé la même méthode pour faire apparaître la baguette plutôt que le tube vert ? Vous devez comprendre, du point de vue du monteur vidéo, que la chute de la patte hors du cadre a duré au maximum 24 images, car on voit clairement que le caméraman a volontairement zoomé pour réduire la distance entre la patte et le cadre de cette séquence. Cela aurait donc grandement facilité son travail, mais si vous utilisiez la même technique pour la production de la baguette française, le travail du monteur aurait été un cauchemar. Oui, je sais. Employer le montage vidéo ou des astuces, c'est un peu de la triche, mais la capacité de Cyril Takayama à traverser la matière sans montage est vraiment miraculeuse. Il demande à un spectateur de signer une carte, la replace dans le paquet, puis lance les cartes vers l'aquarium. Étonnamment, la carte signée est à l'intérieur. Il va de l'autre côté de l'aquarium et passe la main à travers la vitre comme un liquide. Après avoir récupéré la carte signée, il confirme qu'il s'agit bien de la même carte. Les tours de magie de Cyril ont commencé à attirer beaucoup d'attention lorsque des chaînes YouTube comme Sandrius ont commencé à répandre de la désinformation, l'accusant d'être démoniaque à cause de leur manque de connaissances. Pour être honnête, je ne peux pas leur en vouloir. Les secrets de la magie avancée ne sont pas faciles à trouver sur YouTube. Sauf bien sûr si vous regardez cette chaîne. Si l'on compare les cartes signées avant et après avoir été extraites de l'aquarium, on constate qu'elles sont exactement les mêmes, ce qui indique qu'il n'y a pas de complice et que le public est authentique. Ceux qui pensent qu'une personne hors caméra a copié la signature après l'avoir vue oublient que les signatures n'auraient pas exactement la même apparence que ce que nous avons observé. Gardez à l'esprit que l'absence de complice ne signifie pas que le magicien n'a eu aucune aide, mais nous y reviendrons dans un instant. Quand le magicien paraît perdre la carte, on le voit faire un mouvement étrange. Ce mouvement était intentionnel, non fait au hasard. Une technique de contrôle de carte appelée le contrôle en cascade, utilisée pour repositionner une carte du centre vers le dessus du jeu. Dans la vue exposée, la carte cible est glissée hors du centre tandis que les autres tombent en dessous. Comparé au contrôle de Cyril, cette démonstration montre la même carte cible unique tandis que les autres tombent en dessous. À ce moment-là, nous savons que la carte signée est au-dessus du paquet, mais ensuite on observe immédiatement une coupure de la caméra. Pourquoi ont-ils coupé une partie de la séquence si ce n'est pas déjà évident, puisque la carte signée n'est pas dupliquée? Elle a dû être remise à son assistant derrière lui. La séquence coupée était en réalité le moment où il a subtilisé la carte du dessus du paquet en utilisant une technique de palmage à une main. Après cela, Cyril l'a remise à son assistant derrière lui pour préparer la mise en place de l'aquarium. Voici la partie la plus intéressante du tour. Je vais mettre en avant 4 points clés qui rendront l'explication plus facile à comprendre. Premier point, quand Cyril fait apparaître les cartes sur le verre, on voit soudain une carte sauter du bas vers le haut de l'aquarium. Deuxième point, à la fin de l'eau s'échappe après le retrait du bras du magicien du verre. Cela contredit l'idée qu'il soit un magicien démoniaque, car le portail aurait dû se refermer dès que sa main est sortie du verre, mais une fuite importante survient avant de s'arrêter brusquement.
Troisième point, pourquoi le magicien n'a-t-il pas juste passé sa main du même côté du verre où la carte est apparue? Pourquoi passer par un détour pour aller de l'autre côté? À moins qu'il ne puisse pas à cause des limites de l'aquarium truqué. Quatrième point. Sur cette image, on voit clairement que la carte s'est collée avec un adhésif, c'est pourquoi Cyril a accidentellement déchiré la carte en la retirant. Je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà compris la méthode à ce stade. Cet aquarium factice est astucieusement conçu de manière à ce que la base creuse serve de cachette à l'assistant, après avoir récupéré la carte signée. Après avoir appliqué un adhésif à l'arrière, il l'a fixé à cette grande plaque coulissante en verre acrylique, qui n'est pas maintenue dans le cadre supérieur et inférieur. Gardez à l'esprit que cette vitre coulissante se trouve à l'intérieur, tandis qu'il y a une autre vitre fixe qui est maintenue dans ce cadre et dont le but est de contenir l'eau de l'aquarium. L'assistant a monté la vitre à la main, ce qui a fait apparaître soudainement une carte du bas vers le haut de l'aquarium. Ce côté de l'aquarium, conçu uniquement pour montrer la carte signée sans trou pour passer son bras, il a dû aller de l'autre côté. De l'autre côté, le mécanisme de la vitre coulissante était également similaire à celui du premier côté. Mais cette fois, la vitre extérieure fixe et la vitre intérieure mobile ont toutes les deux un trou aligné l'un avec l'autre. Un grand ruban adhésif transparent, type flex tape, a été posé côté intérieur de la vitre fixe pour bloquer l'eau. Résultat, beaucoup de dégâts. Cyril s'est déplacé de ce côté de la vitre et a fait tourner sa serviette pour cacher le trou. S'il était un vrai magicien démoniaque, il n'aurait pas à couvrir la vitre pour traverser. Il a déchiré le ruban avec ses doigts et a vite enfoncé son bras pour boucher le trou et stopper la fuite. Oui, je sais à quoi pensait ton esprit, mais reste concentré. On peut même voir qu'en essayant de percer, l'eau commence instantanément à s'écouler. Lorsque son bras est sorti, l'eau a fui car le trou dans la vitre intérieure était aligné avec celui à l'extérieur. L'assistant a mis 1 seconde à descendre la vitre et boucher le trou, arrêtant ainsi brusquement la fuite d'eau. À ce stade, vous cherchez tous un élément louche parmi les accessoires du magicien. Mais ce prochain tour de Dynamo, je vous garantis qu'il n'y a ni accessoires ni montage vidéo. Ce tour vous fera vous demander si des forces invisibles ne sont pas en jeu. Il invite au hasard des passants dans les rues de Londres. Après leur avoir demandé de tendre les mains vers lui, il commence étonnamment à ressentir une sensation de chaleur sans aucun contact direct. La surprise s'accentue quand Dynamo leur propose de lui tenir la main, mais ils la retirent aussitôt en ressentant une chaleur intense. Cet exploit étonnant est répété avec plusieurs spectateurs, tous éprouvant la même réaction choquante. Certains religieux s'appuient sur ce tour pour affirmer que Dynamo reçoit l'aide de démons. Je ne leur en veux pas car à la fin de cette explication, vous serez surpris par la quantité de recherches que j'ai dû faire pour dévoiler ce tour. Durant la performance, les spectateurs ressentent de la chaleur, puis une brûlure intense venant de sa main. J'ai senti de la chaleur en sortir. Cela suggère qu'une bouffée de chaleur soudaine a jailli de sa main. L'hypothèse la plus simple est qu'il a un dispositif dans sa manche soufflant de l'air chaud. Faisant retirer rapidement la main, mais ensuite Dynamo remonte sa manche et le spectateur ressent toujours cette forte sensation de chaleur. On voit clairement qu'il n'a rien de caché dans ses mains nues. Il pourrait s'agir d'un tour que la plupart des magiciens connaissent, qui utilise un accessoire spécial appelé Power Experts Electric Touch. Cet appareil possède un interrupteur qui, une fois activé, charge l'artiste en électricité statique et il peut immédiatement commencer à attirer de petits morceaux de papier. Ils peuvent aller encore plus loin en allumant des tubes fluorescents ou en courbant un jet d'eau en marche. Cet accessoire sert aussi à électrocuter les spectateurs par électricité statique. Dans le numéro de Dynamo, le spectateur réagit après avoir tenu sa main quelques secondes. La réaction tardive montre qu'il n'a pas utilisé cet accessoire, car un choc statique ne fonctionne pas ainsi. Comme mentionné plus tôt, l'artiste doit d'abord se charger d'électricité statique sans contact avec un sujet externe, car si l'artiste et le spectateur se chargent simultanément, aucune différence de potentiel ne permettrait aux charges de passer d'un sujet à l'autre. Un autre exemple. Richard Jones a réalisé ce tour de choc statique dans America's Got Talent. Lorsque Amanda a touché son front, elle a immédiatement ressenti la décharge. Cela signifie qu'il ne nous reste qu'une seule conclusion. Ces spectateurs sont tous des acteurs qui ont simulé ces réactions.
Ouais, je sais, c'est une sacrée affirmation à faire, juste sur la base de l'analyse initiale, mais attendez, je ne suis pas là pour avancer des affirmations sans fournir de véritables preuves. C'est là que mes plus de 10 ans de recherche entrent en jeu. J'ai vu de nombreuses saisons de magie de magiciens célèbres comme Dynamo, David Blaine, DMAC, etc. Au cours de mes recherches, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Nous allons enquêter sur ce spectateur. Et si je vous disais qu'il a aussi été vu dans une autre saison de magie comme spectateur? Je parle des émissions spéciales Au-delà de la magie de DMC. Lors d'une de ces démonstrations de lecture de pensée, nous retrouvons ce même individu essayant de se déguiser en Superman en portant des lunettes. Si nous comparons le moment où il a souri lors de la performance de DMC à celui où il a réagi au tour de Dynamo, nous avons remarqué le même écart entre ses dents de devant, visible quand il sourit. Dynamo et DMC sont tous deux nés et ont grandi au Royaume-Uni, partageant la même origine géographique. Si nous observons l'emplacement de leur performance dans chacun de ces épisodes, nous tombons sur un panneau indiquant Kingly Street, pendant que Dynamo marche droit vers ce complice. Après une recherche rapide, nous constatons qu'elle se trouve à Londres, au Royaume-Uni, et dans l'introduction de DMC, nous pouvons voir la tour de l'horloge Big Ben, qui se trouve également à Londres, ce qui renforce encore notre observation selon laquelle il s'agit bien du même individu, et non de quelqu'un d'autre venant d'un autre coin du monde. Cela explique pourquoi le tour de la main chauffée de Dynamo était impossible à résoudre, tout simplement parce qu'il n'a jamais eu lieu. Dynamo semble avoir appris de Chris Angel à utiliser des complices, mais ce tour défie toute logique et déroutera même les esprits les plus aiguisés. Cyril s'approche d'un couple assis à une table et commence par boire une petite quantité de lait. Il tend une tasse de café à un spectateur, souffle dans sa main, crée un filet de fumée et, d'un geste, fait remuer le café. Étonnamment, le lait qu'il a bu s'est mystérieusement mélangé au café. C'est l'un de ces tours que les gens prétendent avoir été réalisés par des démons. Je me demande parfois comment tu peux penser que les démons sont tombés si bas qu'ils doivent même te remuer une tasse de café. Quoi qu'il en soit, parlons de la véritable méthode que Cyril a utilisée pour réaliser cette illusion. Il faut d'abord comprendre que la mise en scène avec ces deux couples dans ce restaurant n'est en réalité pas du tout aléatoire. Ce sont des complices, mais le rôle de ces complices est presque négligeable comparé à la science derrière cette illusion qui aide le magicien. 2 préparations étaient encore nécessaires. La première préparation concerne la tasse de café. Cette tasse de café que vous voyez a 2 couches, dont seule la couche supérieure, le mélange au café, est visible. Alors qu'il y a une couche de base qui est du lait, qui pour cette préparation a été versée dans cette tasse en premier. Vous vous demandez peut-être, est-ce que le mélange au café ne se mélangerait pas avec le lait dès qu'on le verse sur le lait? Vous avez raison, mais cela n'arrive que si vous ne le versez pas doucement. En versant lentement le mélange café-eau dans le lait, 2 couches distinctes se forment, influencées par la densité, la viscosité et la dynamique des fluides. Permettez-moi de préciser ce que je veux dire par là. Le lait et le café dilué ont des densités distinctes. Le lait plus dense se dépose au fond et forme la première couche. La force de flottabilité sur le mélange café-eau moins dense n'est pas assez forte pour compenser la différence de densité, ce qui crée une seconde couche au-dessus du lait. De plus, le lait a généralement une viscosité plus élevée que l'eau. La viscosité mesure la résistance d'un fluide à l'écoulement. Verser lentement le mélange au café limite la perturbation, permettant aux 2 liquides de garder des couches distinctes grâce à leur viscosité. Mais attendez, ces 2 couches ne resteront pas distinctes très longtemps. Avec le temps, diffusion, convection naturelle et gravité rapprochent et mélangent lentement les 2 couches. Ainsi, lorsque Cyril entre dans le restaurant, vous verrez qu'au début, il n'y a pas de tasse de café devant le couple. Après la coupure de la caméra, on voit seulement la tasse de café, avec ses 2 couches distinctes posées devant eux par le serveur. Maintenant, la partie la plus intéressante et étonnante était la façon dont il a pu remuer la tasse de café sans toucher physiquement le liquide. On peut clairement voir dans ce gros plan que la tasse de café est vraiment remuée sans que rien ne la touche. Certains pourraient penser à des effets spéciaux numériques. Eh bien, si c'était vraiment des effets spéciaux numériques, alors toute l'explication de la mise en place initiale que j'ai donnée au début ne serait même pas nécessaire. En fait, la méthode est plus impressionnante que vous ne le croyez.
Si vous connaissez le matériel de laboratoire, vous avez sûrement entendu parler d'un agitateur magnétique. Un agitateur magnétique utilise une barre d'agitation placée dans un récipient contenant un liquide. Un aimant séparé est placé sous le récipient afin d'attirer la barre magnétique d'agitation. Cet aimant est déjà intégré dans la plateforme d'agitation et tourne en dessous, étant relié à un moteur qui le fait tourner. Si les aimants sont proches, la barre magnétique tourne dans le récipient et crée un tourbillon dans le liquide. Vous pouvez aussi utiliser un trombone ou un autre objet métallique au lieu d'un aimant dans le liquide. Maintenant, si nous regardons à nouveau la performance, nous pouvons en fait voir un petit tourbillon apparaître exactement à cet endroit, ce qui indique qu'un objet tourne à la base de cette tasse. Vous voyez aussi Cyril placer avec soin la tasse de café à un endroit précis sur la table, et le spectateur ne la déplace pas pour ne pas gêner la rotation de l'objet métallique sous la tasse. La fumée qu'il a produite dans ses mains provenait simplement d'un dispositif de magicien caché dans sa manche. Une chose qui n'a pas de sens logique dans ce tour, c'est que selon le principe du tour, le magicien semblait téléporter le lait qu'il buvait magiquement dans la tasse. Cependant, la quantité de café reste identique même après l'apparition du lait apparemment téléporté dans la tasse, ce qui contredit la logique de l'illusion. Mais comme il s'agit de magie, cela importe peu. Vous vous sentez intelligent d'avoir compris ce tour ? Gardez cette confiance car ce prochain tour de Dynamo n'est absolument pas mis en scène. Il prend un rouleau de bonbons Polo dans le sac de la spectatrice et lui propose d'en prendre un pendant qu'il en prend un lui-même. Il met les 2 bonbons dans sa main gauche et ferme le poing. En l'ouvrant, les 2 bonbons Polo sont magiquement liés ensemble. Dynamo les propose alors immédiatement pour un examen de plus près. Ce tour est presque impossible à comprendre, puisqu'il a remis les bonbons liés au spectateur, ce que les magiciens ne font normalement jamais dans ce genre de tour. Les plus attentifs auront remarqué un détail intéressant lors de la performance. La main droite de Dynamo était étrangement fermée du tout début jusqu'à la toute fin de la performance. Par exemple, lorsqu'il tenait le rouleau de bonbons à la menthe, ses doigts étaient recroquevillés, et à aucun moment il ne s'est senti assez en confiance pour ouvrir les doigts de sa main droite, ce qui trahit facilement qu'il cachait quelque chose à l'intérieur. Mais quoi qu'il ait caché, cela ne semblait pas important, car les 2 bonbons à la menthe étaient dans sa main gauche avant et après, et sa main droite n'était pas impliquée. Il faut d'abord comprendre ce tour de magie classique, l'assemblage des bonbons Polo, facilement trouvables sur AliExpress. Ces bonbons, faits en caoutchouc, imitent par leur taille et couleur les vrais bonbons Polo, sans être de vraies friandises. Sur le site du produit, il montre des gros plans de cet accessoire. Un accessoire de bonbons Polo a une fente à une extrémité pour s'enrouler autour d'un autre bonbon. Si l'on observe attentivement les images du produit, on peut en fait voir le manuel d'instruction illustrant le bonbon Polo en train d'être inséré dans la fente. Après avoir compris ce concept, on remarque quelque chose d'étrange juste après que Dynamo retire un bonbon du rouleau. Après une coupure de caméra, il place le bonbon du spectateur au-dessus du sien. Si ce n'est pas déjà évident pendant la coupure de la caméra, il a échangé la vraie pastille Polo contre la fausse avec la fente, et il s'est assuré de placer le vrai bonbon du spectateur juste au-dessus de cette fente. C'est pour qu'il puisse facilement fixer le vrai bonbon à son bonbon truqué en appuyant avec son pouce sur le dessus. C'est exactement ce qu'il fait alors avec son pouce gauche. Une fois qu'il a réussi à relier le bonbon truqué avec le vrai, il ouvre sa main mais ne laisse pas le spectateur prendre les bonbons reliés dans sa main. Il doit les changer avec un accessoire réel préparé à l'avance, fabriqué avec 2 véritables bonbons Polo liés et aussi comestibles. L'accessoire de bonbons était caché dans les doigts recourbés de sa main droite, expliquant pourquoi il ne l'a jamais ouverte. Nous verrons dans un instant comment préparer l'accessoire comestible de bonbons reliés, mais avant cela, comprenons comment il a pu échanger les bonbons temporairement reliés avec les bonbons comestibles reliés dans sa main droite. Observez le bonbon dans sa paume. En réalité, il se prépare à dissimuler les bonbons temporairement reliés dans sa paume, de la même manière qu'on dissimule une pièce de monnaie. Il profite du changement d'angle de caméra pour remplacer le faux bonbon par l'accessoire préparé. 2 choses vont se produire en même temps pour ce changement. Sa main gauche cachera le faux bonbon relié tandis qu'il ouvrira son poing droit. En un geste, on croirait que le bonbon passe de la main gauche à la droite, alors qu'en réalité, le faux bonbon reste dans la main gauche.
Dès que la séquence continue, il prend les bonbons comestibles de sa main droite, les met dans la main du spectateur, montre brièvement les bonbons cachés, puis les glisse aussitôt dans la poche gauche de sa veste. Pour créer des bonbons à la menthe comestibles reliés, vous devrez d'abord contrôler le processus de cassure et utiliser un adhésif approprié. Commencez par couper un bonbon polo en deux avec une lame de rasoir. Prenez une moitié et passez-la dans un bonbon à la menthe entier. À la deuxième étape, nous utilisons l'adhésif adapté pour garantir que les bonbons restent comestibles. Utilisez des adhésifs alimentaires sûrs. Pour être plus précis, vous pouvez en utiliser deux types. Le premier est l'isomalte, qui est un substitut du sucre souvent utilisé dans le travail du sucre pour sa clarté et sa stabilité. Fondu, il devient un adhésif puissant, durci et reste transparent. Le second type d'adhésif alimentaire est le sirop de sucre raffiné, offrant une liaison fine et solide. Gardez à l'esprit que la couche d'adhésif doit être extrêmement fine. Maintenant, il y a un problème auquel beaucoup d'entre vous seront confrontés, c'est une fissure fine et visible à l'endroit où la coupe a été faite au départ. Pour la cacher, appliquez maintenant de la peinture comestible blanche. Vous pourrez ainsi fondre les bords cassés dans le bonbon, pour un accessoire à l'apparence parfaite. Cette astuce vous a peut-être semblé simple à votre œil averti, mais la suivante est une énigme enveloppée dans un mystère. Dynamo emprunte d'abord une bague à une spectatrice. Il prend ensuite un verre à vin, s'assure qu'il est vide devant elle, puis lance sa bague directement sur le col du verre à vin avant de rendre le verre à la spectatrice pour qu'elle puisse l'examiner de près. Je pense que la plupart d'entre vous ont compris une bonne partie du tour, mais il vous manque juste un détail pour résoudre ce casse-tête. Juste après avoir vidé le verre à vin et tendu la main pour emprunter la bague de la spectatrice, sa main gauche tenant le verre passe derrière son dos et la caméra vidéo zoome immédiatement sur la spectatrice. Pendant cette diversion, Dynamo a simplement échangé le verre à vin original avec un autre qui avait déjà une bague attachée à son pied. Cela a été fait avec l'aide de son assistant, visible juste derrière lui. Dans les toutes dernières secondes, on peut en fait voir la main droite de l'assistant atteindre précisément ce verre à vin. Après l'échange, il dissimule la bague déjà fixée au pied du verre avec son index qui l'entoure et la rend invisible pour les spectateurs. Il simule le lancer de la bague empruntée sur le pied du verre à vin et replie simplement ses doigts juste ici. On peut encore le voir tenir la bague empruntée alors que sa main droite repose sur le côté, pendant qu'il tend la main pour la faire examiner. Attendez, je sais ce que vous pensez tous. Cette question concernant la bague unique est justement la pièce manquante de ce puzzle. Comment Dynamo savait-il que cette volontaire porterait cette bague pour préparer une seconde bague sur le verre à vin avant son numéro ? Pour comprendre exactement ce qui se passe ici, nous devons revenir au début de cet épisode où il a mentionné ceci. Outre mes performances dans de rue, je participe souvent à des événements sur le tapis rouge. Vous devez comprendre le contexte de cet événement et Dynamo comme magicien. Dynamo s'appuie sur des artifices et moins sur la dextérité, surtout puisque ces images ont été enregistrées pour la magie à la télévision, et il évite de réaliser des tours improvisés, préférant ceux qui rendent mieux à l'écran, peu importe la préparation nécessaire, afin de rendre le tout encore plus impossible à comprendre, puisque son émission s'appelle Dynamo Magicien Impossible. Réaliser des tours de magie improvisés ou pour débutants, avec des tutoriels facilement trouvés sur YouTube, ne serait pas vraiment impressionnant. Être invité à un événement célèbre est une opportunité qu'un artiste ne prend pas à la légère. Cela signifie que le magicien et son équipe feraient tout leur possible pour préparer une méthode infaillible puisqu'ils n'ont qu'une seule chance. Comment cette mise en place a-t-elle été faite ? Lors de l'événement « Les 100 femmes les plus sexy du monde », l'assistante du magicien pourrait présenter au public une initiative unique de beauté et d'émancipation. Il pourrait expliquer qu'une marque de luxe connue pour ses bijoux parraine l'événement et offre un cadeau spécial aux participants. Chaque femme sélectionnée reçoit une bague unique qui symbolise la beauté, la force et la féminité, en accord avec le thème de l'événement. L'assistant peut aussi préciser que la bague appartient à une collection en édition limitée, créée exclusivement pour les participantes à cet événement prestigieux, afin de commémorer leur reconnaissance parmi les 100 femmes les plus sexy. L'idée de recevoir une pièce exclusive lors d'un rassemblement aussi élitiste semblerait appropriée et convaincante, incitant la spectatrice à porter la bague et, sans le savoir, à préparer le terrain pour la performance du magicien.
Ce récit fournit une excuse crédible pour offrir la bague et valorise la participante, rendant ce moment mémorable pendant l'événement. Puisque cette bague était un cadeau, la spectatrice a immédiatement demandé cela à Dynamo. Cette réaction amplifie l'effet, la bague ayant désormais une signification pour elle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et pensez aussi à vous abonner. Je vous serai vraiment reconnaissant pour votre soutien. Bon, assez parlé des tours de Dynamo, cette prochaine téléportation dans la vie réelle va vous faire remettre en question la nature même de la réalité. Le magicien L. Margot Pop captive le public pendant que l'animateur fait tourner une roue pour sélectionner un groupe de spectateurs selon la couleur de leur t-shirt. La roue tombe sur le noir et invite 4 volontaires en t-shirt noir à entrer dans un compartiment transparent. Lorsque les rideaux recouvrent, puis se sont rapidement retirés, les 4 volontaires se sont instantanément téléportés dans le compartiment qui était auparavant vide. Ce tour donnait l'impression d'une complicité générale et d'une mise en scène totale. Alors qu'en réalité ce n'est pas vraiment le cas. Quand le magicien affirme que les participants ont été choisis au hasard, il ne mentait pas vraiment. Pas tout à fait, l'enthousiasme des participants était aussi réel. Rappelez-vous, le diable est dans les détails. Attendez, je sais que certains pensent que des démons ont servi à ce tour. Il pourrait donc prendre ce proverbe au pied de la lettre et dire que le diable l'aidait, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Je vais maintenant vous montrer les détails pour identifier ce diable. Nous savons déjà que la roue des couleurs a tourné et s'est arrêtée librement sur la couleur noire. Après la téléportation des 4 personnes, nous avons vu un journaliste faire tourner la roue des couleurs, doutant de sa capacité à donner des résultats aléatoires. Au premier tour, nous avons vu la roue s'arrêter sur le noir. Peut-être une coïncidence, mais la roue n'est pas raciste. La journaliste, après avoir vu la roue s'arrêter sur la couleur noire, l'a fait tourner elle-même une 3e fois, en secret, dans le dos du magicien. Elle semblait avoir compris quelque chose qui révélait la méthode de l'illusion. Maintenant, une chose que je veux clarifier, que certains ont peut-être en tête, c'est que ces compartiments étaient un temps réellement isolés de l'environnement extérieur. On peut voir juste en dessous et autour. Ces 4 personnes n'auraient donc pas pu sauter secrètement dans une trappe. La base sur laquelle elle s'est posée est complètement creuse en dessous, et aucun miroir ne pourrait dissimuler leur fuite, surtout en plein jour. Donc ces 4 personnes ont forcément dû s'échapper par un trou de verre. Neil deGrasse Tyson va vous expliquer le fonctionnement des trous de verre. Je plaisante. La méthode se révèle dès qu'on remarque un détail sur les 4 personnes apparues après la téléportation. Le volontaire masculin semble avoir des ecchymoses, avec une éraflure juste sur le front, ainsi qu'un bandage juste au-dessus. La spectatrice semble aussi avoir des bleus au front. C'est très suspect, car avant la téléportation, le volontaire masculin n'avait aucune éraflure ni ecchymose sur le front, et la volontaire féminine semblait en parfaite santé. De plus, lorsque ces 4 volontaires ont commencé à monter sur la plateforme, ils marchaient pour les pieds écartés. En entrant dans le compartiment transparent, en examinant de plus près ce compartiment, nous avons remarqué qu'il y a une bosse juste en dessous ici. Si vous ne l'avez pas compris, ces 4 faisaient partie de l'équipe du magicien venu d'Espagne. L'affirmation était vraie à 80% sur la sélection aléatoire des participants. En réalité, il parlait des participants en chemise rouge, verte, orange, jaunes et bleues, sauf ceux en noir. Le but d'avoir de véritables volontaires choisis au hasard dans les chemises colorées était de rendre le tour plus convaincant. C'est pourquoi les participants réellement choisis au hasard ont acquiescé à la question posée par la journaliste ici. Mais remarquez la réaction du groupe en chemise noire. Ils ont à peine réagi, et même après avoir apparemment été sélectionnés au hasard lorsque la journaliste a essayé de leur parler, ils ont à peine répondu. Est-ce que ce sont vos derniers jours sur Terre ? N'est-ce pas étrange que ces New-Yorkais ne comprennent pas et ne sachent pas parler anglais ? Son équipe ne se composait pas seulement de 4 assistants, mais de 8. Les 4 autres invisibles sont les jumeaux biologiques des assistants cachés dans le 2e compartiment. Les 4 assistants sont entrés dans le compartiment en écartant les pieds pour éviter une cavité à la base, puis se sont vite accroupis après avoir mis leurs bandeaux sur les yeux. Les bandeaux se sont avérés dangereux pour la sécurité.
Les jumelles se sont cognées la tête plusieurs fois pendant les répétitions et la représentation, car elles devaient sauter dehors, juste après la chute des rideaux. Nous avons déjà vu un bandage sur le front de l'assistant masculin, ce qui signifie qu'il s'est cogné le front pendant les répétitions. Pendant leur performance en ce moment, il s'est finalement fait des bleus et des égratignures à la tête, ce qui explique pourquoi cela n'a pas été recouvert d'un bandage. C'est pareil pour l'assistante féminine. Le tremblement soudain de la plateforme avant la chute du rideau, révélant la téléportation des volontaires, montre qu'ils ont dû quitter rapidement la cavité de la base. La plateforme tournante rendait également dangereux et difficile le maintien de leur équilibre, ce qui est aussi une autre raison pour laquelle ils se sont blessés pendant le processus. Vous vous demandez peut-être comment cette roue chromatique pouvait s'arrêter constamment sur la couleur noire après avoir été tournée librement. C'est grâce à l'ingéniosité de la conception de cette roue chromatique. Ici, en haut, un capteur rouge-vert-bleu détecte les couleurs sous lui quand la roue tourne. Ce capteur sert d'entrée à un système fermé qui est contrôlé par un microcontrôleur relié à un servomoteur. Les servomoteurs sont uniques en ce sens qu'ils peuvent leur temps faire tourner l'arbre du moteur à des angles de rotation précis. Ce servomoteur est aussi connecté à un pilote pour contrôler vitesse et direction. Les servomoteurs nécessitent donc généralement de 4 à 7 volts pour fonctionner. Ainsi, l'alimentation par batterie a été facilement cachée dans la poutre de soutien. De plus, lorsque le journaliste a tourné la roue chromatique à la main, le servomoteur n'a pas été endommagé, car la force appliquée était insuffisante. De nombreux servomoteurs sont conçus pour tolérer une certaine force manuelle sans subir de dommages. Ils possèdent donc souvent un mécanisme de retour intégré, tel un potentiomètre, leur permettant de connaître leur position. Même tourné manuellement, le servomoteur se réaligne grâce à son retour d'information. Après que le journaliste a tourné la roue manuellement, le servomoteur prend le relais et arrête la roue chromatique sur la couleur choisie. Le magicien a également utilisé intentionnellement des assistants de son pays d'origine pour qu'ils soient difficiles à reconnaître, puisqu'ils sont d'une ethnie différente. Il exploite en fait les limites humaines de la reconnaissance faciale. La science derrière cela est que les êtres humains ont du mal à reconnaître les visages d'inconnus, car cette capacité est imparfaite et dépend de plusieurs facteurs comme la mémoire, l'attention ou la motivation. De plus, il a été constaté que les visages appartenant au même groupe ethnique se reconnaissent mieux entre eux que ceux d'autres groupes. Le magicien profite de cela pour échanger les jumeaux, et il est déjà presque impossible de différencier les jumeaux à moins de les comparer côte à côte. Réutiliser des complices est très décevant. Mais la méthode de ce tour va sûrement t'impressionner. David Copperfield peut d'abord être vu allongé sur la scène et commence à s'élever, flottant dans les airs, tandis que le public regarde avec admiration. Pour lever tout doute sur des filles, ses assistants glissent 2 grands anneaux autour de lui. Pas une, mais 2 fois, y compris un deuxième anneau qui tourne autour de lui. Il passe à l'étape suivante en se déplaçant gracieusement dans un compartiment en verre qui est scellé par le dessus, mais il continue miraculeusement à léviter dans cet espace confiné. Je suis presque sûr qu'au moment même où vous avez vu David Copperfield voler dans les airs, vous avez tout de suite pensé à des fils utilisés pour réaliser son illusion incroyable. Mais quand il a fait passer les anneaux autour de son corps plusieurs fois et léviter dans le compartiment en verre, cela remet vraiment en question votre première hypothèse sur la méthode utilisée. Si vous avez pensé cela, vous étiez sur la bonne voie. Ce tour en particulier, que David Copperfield a réalisé, est en fait un tour de magie breveté appelé l'appareil de lévitation. Il a donc été inventé par John Goran. Les brevets Sentius sont essentiellement des protections juridiques accordées aux inventeurs qui leur donnent le droit exclusif sur leur invention pendant une durée limitée. Ces droits empêchent tous les autres de fabriquer, d'utiliser et de vendre l'invention sans autorisation. Ce brevet est dans le domaine public. Ainsi, j'ai accédé à ce document en cherchant le numéro de brevet américain sur Google. Puisqu'il est public, n'importe qui peut consulter les détails de ce brevet. C'est pourquoi je vais l'utiliser dans mon explication. Tout d'abord, nous devons comprendre l'idée générale de la façon dont les fils sont connectés à son corps. Comme vous pouvez le voir clairement sur cette illustration, il y a un système de harnais qui est attaché à son corps. Dans ce plan rapproché, vous pouvez voir que cette poutre en forme de croix est en fait une chaise spéciale pour le magicien qui s'enroule autour de sa taille et le maintient en sécurité. Vue de dessus montrant comment le harnais s'enroule autour de sa taille.
Concernant les fils, ils sont très fins et sont positionnés dans un plan perpendiculaire à la ligne de vue du public. Cela signifie que si le public est directement en face de la scène, les fils sont alignés de côté à côté plutôt que de l'avant vers l'arrière. Chaque fil est suffisamment solide pour supporter beaucoup de poids et est disposé en éventail à partir d'un point central. Cette disposition répartit la charge du magicien et facilite le mouvement. De plus, les fils sont peints en noir pour se fondre dans le fond sombre et visuellement chargé, ce qui rend encore plus difficile pour le public de distinguer les fils fins à une telle distance. Voici l'appareil particulier où tous les fils sont reliés au système de harnais. La question principale est comment il a pu nous tromper avec les anneaux. On pourrait penser que les anneaux étaient donc truqués pour s'ouvrir d'un côté, comme dans le tour classique des anneaux chinois. En analysant le premier anneau utilisé, on remarque quelque chose de très étrange. Les anneaux n'ont jamais vraiment tourné autour du haut de son corps. En fait, ils ont complètement évité la zone au-dessus de lui. On peut clairement voir que les anneaux sont tournés vers l'assistant, de sorte que toute la partie supérieure de l'ensemble des fils a été évitée. Le deuxième vérificateur a aussi été exécuté sur le même principe. De face, il est difficile de juger, mais de côté, tout devient clair. Les anneaux ont simplement esquivé les fils une fois de plus. Dans le cas du troisième prestidigitateur, où il était enfermé dans une boîte en verre, on voit clairement un couvercle être posé sur lui, donc cela ne rendrait-il pas la lévitation impossible? N'oubliez pas, ces fils sont très fins. Le couvercle a été soigneusement glissé entre les extrémités opposées du harnais à la verticale, puis tourné à l'horizontale pour éviter tout contact avec les fils lors de son positionnement au-dessus. Vu de côté, on voit que les fils restent dos connectés et que le couvercle n'est pas scellé, laissant assez d'espace pour qu'il manipule facilement les fils de son harnais. Nous savions que la lévitation utilisait des fils, mais ce tour avec les ombres est stupéfiant. Joséphine Lee entre dans une moitié de cette structure cylindrique avec son ombre clairement visible sous le couvercle. Curieusement, alors que son ombre passe de l'autre côté, son corps reste immobile, la projetant dans le royaume des ombres. Les deux moitiés paraissent vides. Soudain, son ombre fusionne avec la seconde moitié. Joséphine Lee réapparaît de façon surprenante en émergeant de son ombre quand le couvercle est retiré, stupéfiant le public. En inspectant la section centrale, aucun passage secret ni porte n'a été trouvé pour lui permettre de passer. De plus, si elle avait traversé, elle aurait été immédiatement visible en raison de l'extrême finesse du centre, éliminant toute possibilité de s'y cacher. En observant la performance de près, on remarque qu'au début, son assistant, tenant une lumière derrière elle, projette son ombre sur le papier. Alors que son ombre semble se fondre à travers la première moitié, l'assistant se déplace subtilement vers la gauche sur la scène, faisant de petits pas visibles. Soudain, la lumière s'éteint. En même temps, une anomalie apparaît à la base de la deuxième section lors de sa disparition. Un zoom montre une protubérance et un écart là où le rabat se sépare de la base. De plus, un mouvement est détecté sous la plateforme qui soutient la structure cylindrique, au moment où les deux côtés semblent vides. La base de la structure cylindrique présente deux volets rectangulaires. La méthode du tour de Joséphine Lee est maintenant évidente. La manipulation précise de la lumière par l'assistante était essentielle pour créer cette illusion. Au début, la lumière derrière la magicienne projetait son ombre sur le papier. Quand l'assistante a déplacé la lumière à gauche, l'ombre est allée à droite, donnant l'impression qu'elle disparaissait dans un royaume d'ombre. Lorsque la magicienne semblait disparaître, la lumière derrière elle était rapidement éteinte et les lumières du théâtre allumées, dissimulant ainsi sa véritable position, auparavant déduite grâce à son ombre. Pendant l'obscurité, elle a profité de ce moment pour ouvrir une trappe rectangulaire précédemment remarquée à la base de la structure, rampant dans un espace suffisamment grand pour la dissimuler. En faisant cela, elle a accidentellement heurté la base de la deuxième section, causant la bosse visible. Après s'être cachée dans la base, le cadre en papier retiré a révélé des sections vides, car elle n'y était pas vraiment. Par la suite, l'assistante, désormais placée différemment, a imité le mouvement de retour de l'ombre, aidant Lee à réapparaître de l'illusion. Le compartiment caché était prévisible, mais le tour suivant est bien plus intéressant. Deux magiciens échangent tant de place à une vitesse incroyable.
Le magicien entre dans un compartiment transparent suspendu, tend la main par une ouverture pour signaler sa présence, puis l'assistante recouvre le compartiment d'un drap. En un geste, ils échangent leur place. Le drap est replacé sur le compartiment. Cette fois, quand le drap est enlevé, une troisième personne apparaît soudainement. La vitesse de l'échange paraît impossible humainement, mais parfois des numéros aussi rapides tournent très mal, comme lors de cette performance. L'échec a pratiquement révélé toute la méthode. Nous allons donc répondre à quelques questions que vous pourriez encore avoir concernant son exécution et pourquoi ils se sont trompés. Cet acte a échoué à cause de la hauteur de la structure, corrigée ensuite dans de nouvelles représentations pour éviter ces moments humiliants. Ils se sont assurés que la hauteur était accessible sans échelle ni escalier. On le voit en comparant la taille de l'artiste et de la structure. La différence de hauteur réelle est négligeable sur la plateforme. Le compartiment était plus haut, il fallait donc sauter pour changer rapidement. Cela explique pourquoi le magicien a perdu l'équilibre et a involontairement tiré sur une tige tenant le rideau, l'arrachant directement des mains de l'assistante. Attendez, comment l'assistante peut-elle tenir le rideau et être vue entrant dans la structure en même temps ? Oui, il y a une deuxième assistante également cachée à l'intérieur de cette structure de soutien, dont le seul but est de servir de substitut temporaire à la main. Pour la performance originale résumée, un gros plan montre un rabat rectangulaire dans la boîte. En analysant la performance, il est clair que l'accessoire est conçu pour paraître mince à distance, exprès avec cette bande métallique qui donne l'illusion d'une poutre fine. En réalité, la structure a une largeur importante des deux côtés. Le troisième assistant caché à l'intérieur serait tourné de l'épaule vers le public. Ce design trompe le public, surtout car la partie la plus large peinte en noir se fond avec l'arrière-plan et paraît plus fine. Notez comment les jambes de l'assistant pointent les dents vers la gauche, là où nous avons vu l'ouverture à la base de la boîte. L'assistant sort par le trou à la base et le magicien entre la tête la première dans le même trou en reproduisant l'orientation de l'assistant. Le deuxième assistant est sorti par la même ouverture par laquelle il avait passé sa main. Oui, ils ont délibérément choisi un homme relativement mince comme assistant par rapport au magicien principal afin qu'il puisse tenir à l'intérieur du support. L'explication de ce tour était évidente après l'échec de l'acte, mais ce tour suivant relève d'un tout autre niveau de contrôle mental. Ryan le magicien demande à Simon et Aoi de choisir chacun une carte dans un éventail, puis révèle qu'ils ont tous deux choisi la même. Le numéro devient plus profond et mystérieux dans sa seconde phase, quand Aoi, les yeux bandés, doit poser sa main sur la table. Quand Ryan appuie sur la main de Simon, Aoi ressent aussi cette pression. En sentant la pression relâchée, Aoi a levé la main. Ryan est allé encore plus loin en faisant en sorte que Simon contrôle l'esprit de Aoi, de sorte qu'il imite le mouvement de la main en parfaite synchronisation avec le geste de Simon, guidé uniquement par la sensation. Non, les démons n'ont pas aidé Ryan à faire des tours de cartes. C'est comme affirmer que la Terre est plate. Remarquez que lorsque Ryan étale les paquets, chacun d'eux ne contient que 26 cartes. De plus, nous remarquons que le 5 de trèfle choisi par Simon et Aoi n'était pas présent dans l'étalement avant leur sélection. Il est évident que ce paquet n'est pas un paquet ordinaire. Ce paquet spécial contient 52 cartes par paire. Toutes les cartes du dessus sont des 5 de trèfle et les 26 du dessous sont aléatoires. Elles sont appariées avec un adhésif comme du fluide ou du spray de frottement. Cela crée une friction entre les cartes. Par conséquent, elles ne s'étalent pas lorsque l'on exerce une pression contre la friction. Mais en séparant les cartes parallèlement, elles se détacheraient facilement. Lorsque Ryan a étalé les cartes contre la table, il a exercé une pression. Par conséquent, les paires de cartes ne se sont pas séparées. Ryan a séparé les cartes après que Simon et Aoi ont fait leur choix en les plaçant parallèlement.
Donc peu importait la carte que Howie ou Simon désignaient, chaque choix pouvait produire le 5 de trèfle. Concernant le tour de contrôle mental, vous devez comprendre le concept de double réalité en mentalisme. La double réalité désigne un ensemble d'instructions du mentaliste interprétées de deux façons. Dans ce cas, Howie a interprété les instructions d'une manière, tandis que le reste du public dans le théâtre et les téléspectateurs américains à la maison ont interprété l'événement d'une manière différente. Vous voyez, au moment où Ryan a demandé à Howie de mettre le bandeau, c'est à ce moment-là que sa perception visuelle a été complètement bloquée. Howie devait désormais se fier à ses 4 autres sens, notamment l'ouïe et le toucher. Pour créer la réalité de Howie, on lui a donné des instructions très précises. Écoute attentivement. Peux-tu sentir cette pression ici ? Oui, je la sens. Quand Ryan posa son index droit sur le dos de sa main, nous avons tous pensé que la pression évoquée concernait l'index appuyant sur sa main. C'est là que nous avons été trompés. En réalité, ce que Ryan fait, c'est qu'il exerce une pression avec son pied gauche sur le pied droit de Howie. Dans l'esprit de Howie, il pensait que Ryan parlait de la pression exercée sur son pied droit. Maintenant, quand on le voit soulever son index gauche de la main de Simon, Ryan soulève simultanément son pied gauche du pied de Howie. Il le repose, répétant les consignes de ressentir la pression que Howie a de nouveau sentie sur son pied. Lorsque Simon a contrôlé l'esprit de Howie, la même pression sur le pied a été utilisée, mais Ryan devait cette fois la synchroniser avec le geste de la main de Simon. On remarque aussi un décalage entre le geste de Simon et celui de Howie, montrant que le timing du pied de Howie était légèrement en retard. Deuxièmement, on remarque que Ryan secoue son corps vers la gauche, 1 seconde après que Simon lève la main, ce qui révèle encore davantage la méthode utilisée par Ryan. Le contrôle mental est dans l'esprit des spectateurs, mais ce prochain tour est un vrai régal pour les yeux. Ben débute avec un verre rempli de papier où le public a inscrit des noms d'objets. Il les verse sur un éventail chinois et en l'agitant, il ne reste qu'un seul papier que Simon lit comme étant « œuf ». Ben place ensuite ce papier sur l'éventail. En le faisant rebondir, le papier s'agrandit miraculeusement et se transforme en un véritable œuf. Il casse même l'œuf dans le verre, prouvant ainsi son authenticité. Avant d'expliquer ce tour, je veux souligner plusieurs choses qui prendront tout leur sens dans un instant. En quittant la scène vers les juges, on voit qu'il cache quelque chose dans sa main gauche, exposé accidentellement sur cette image. Vous pouvez voir que lorsqu'il ouvre l'éventail, il n'en montre qu'une seule face, jusqu'à ce qu'il essaie d'attraper les morceaux de papier qui tombent du verre. De plus, après avoir récupéré le petit morceau de papier de Simon, la taille du morceau de papier est soudainement plus grande lorsqu'on le voit sur l'éventail. Vous pouvez comparer les plans rapprochés avant et après pour voir la différence. À partir de ce moment-là, on observe que le papier commence à se gonfler uniquement lorsque le magicien le lance en l'air. Toutes ces observations prendront sens lorsque j'expliquerai le tour maintenant. Tout d'abord, les petits morceaux de papier sur lesquels les membres du public ont écrit différents objets étaient vraiment mélangés au hasard dans le verre. Mais le morceau de papier qui est tombé sur le ventilateur avec le mot « œuf » écrit dessus était en réalité imposé. Par forçage, nous entendons que le magicien voulait dès le début que le papier « œuf » soit choisi. L'œuf a été sélectionné en préparant à l'avance l'éventail simple face. La face de l'éventail tournée vers le magicien portait déjà un papier œuf, fixé avec un adhésif léger. C'est pourquoi il n'a montré qu'une face de l'éventail avant d'essayer d'attraper l'œuf. La question principale, comment a-t-il transformé le papier en œuf ? Vous devez d'abord comprendre ce qu'est exactement une balle Kamifusén. C'est un jouet traditionnel japonais pour enfants. Voyons la physique expliquant comment cette balle kamifuse se gonfle seule quand on la frappe. La balle kamifusant est souvent faite d'un matériau fin et élastique, préplié en une forme aplatie et compacte. Dans cet état, la pression de l'air à l'intérieur de la balle est à peu près égale à la pression atmosphérique. Lorsque la balle est frappée ou touchée, la compression soudaine du matériau crée une augmentation temporaire de la pression de l'air à l'intérieur de la balle. Le matériau du Kamifusén est élastique, ce qui signifie qu'il peut se déformer puis revenir à sa forme d'origine. L'impact provoque une compression momentanée du matériau, mais grâce à son élasticité, il reprend rapidement sa forme d'origine. Lorsque le matériau reprend sa forme d'origine, il crée une diminution momentanée du volume à l'intérieur de la balle.
Selon la loi de Boyle, une diminution du volume entraîne une augmentation de la pression, étant donné qu'il y a une quantité de gaz constante dans ce cas. L'augmentation soudaine de la pression d'air dans la balle fait gonfler le camofusène. Quand le camofusène était gonflé, la pression intérieure de la balle et la pression atmosphérique extérieure s'équilibrent. La balle reste gonflée jusqu'à ce qu'il y ait une perte importante d'air ou jusqu'à ce qu'une pression extérieure soit appliquée pour la ramener à son état aplati. Le magicien dissimulait une balle camifuse en forme d'œuf dans sa main gauche qu'il a accidentellement révélée sur cette image. Prétextant placer le papier de Simon sur l'éventail, il a en fait mis la balle camifusène. Mais comment le jaune d'œuf est-il sorti d'une balle en papier ? C'est évident si vous regardez les dernières secondes où il fait rebondir la balle en papier sur l'éventail. Vous remarquerez une coupure immédiate de la caméra, après quoi l'éventail qu'il tenait dans sa main droite a disparu, et il ne reste qu'un œuf dans sa main droite avec le verre. Lors de la coupure caméra, il a profité d'une diversion pour échanger l'œuf avec la balle en papier.